Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Philippe, il se passe plein d'affaires. C'est comme it's a good time to be alive, comme on dit en économie, en finance. Ouais, ça tous les jours. Ta chronique à Dutrisac ne manque pas de sujet, je pense. Pas du tout. Ni la mienne. Qu'est-ce qui a attiré ton intérêt dans l'actualité? Dernièrement, je pense que les conservateurs sont arrivés avec des bonnes idées par rapport au CELI, par rapport à aussi la possibilité de réinvestir au Canada. Je sais que même au Québec, en ce moment, là, ils sont en train de réfléchir si on relançait pas les REA. Les REA, c'était l'affaire régime pour les... C'est comme un REER d'entreprises québécoises qui a amené à la création de couche-tard puis des grosses entreprises dans les années 70. Non, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette histoire de gain en capital. Là. L'idée que si tu fais un gain en capital, si tu le réinvestis tout de suite au Canada, tu n'auras pas à payer l'impôt. Je trouve ça cool parce que, mettons, tu fais 100 000 $, tu paieras pas d'impôt, tu vas remettre le 100 000 $, tout de suite, puis le faire fructifier. Par contre, j'ai quand même l'impression que les gens, disons, plus riches, qui font juste passer de gain en capital en gain en capital, ils vont finir par jamais payer l'impôt sur du gain en capital. Tu comprends? Ça va toujours être dans une nouvelle affaire. Oui, mais à moins que c'est juste quelque chose qu'on fait pendant 3-4 ans. Parce que ça génère comme 18 milliards de dollars par année au Canada, là, selon mes calculs. Oui, mais ils l'ont calculé. Le gain en capital, fait que tu comprends qu'on fait des décisions de 62 puis on est fâché, rajoute 18. Non, mais la mesure fait en sorte que, selon le calcul des conservateurs, ça coûterait 5 milliards cette année, 5 milliards l'an prochain. Okay. Donc, mais parce qu'il y en a qui réinvestiraient pas aussi. Là, fait que mais je pense qu'il faut stimuler le réinvestissement dans des entreprises canadiennes. Bon, j'ai fait un article le week-end dernier, Phil, sur les véhicules électriques chinois. Je l'ai lu. Je me suis fait traiter de tous les noms, de danger public, d'idiots, de gars qui comprenaient rien. Et je suis aussi devenu comme une star des gars de chars, là, parce que là, tout le monde veut des chars électriques chinois. J'arrive pas à décider si c'est une bonne ou pas une bonne affaire. Moi, j'ai juste fait un article dans les médias. Hey, je me suis même pogné avec en tout cas, genre, j'ai bloqué quelqu'un sur LinkedIn. Genre, un ancien chairman d'une grande institution canadienne. C'était comme vraiment weird. Là. Le monsieur, il est comme venu m'attaquer sur mon LinkedIn. Genre, comme, ça génère... Non, mais faut pas... C'est parce que déjà, avec la guerre des tarifs entre le Canada et les États-Unis, l'industrie automobile va être frappés de plein fouet dans quelques jours. Oui, mais puisqu'ils vont être frappés de plein fouet, aussi bien d'avoir des chars pas chers, mais tu comprends, mais souvent, tu sais, c'est pas le Québec que ça va toucher. Oui, on fait peut-être des pièces, mais tu sais, l'Ontario, là, ça va leur rentrer dans le casse en tabarouette, là. Mais ce que je fais valoir dans l'article, puis pour ceux qui s'intéressent, vous viendrez commenter chez nous, évidemment, mais c'est que, tu sais, on protège des emplois dans le sud de l'Ontario, puis ça, j'ai rien contre ça, c'est des beaux emplois, c'est une certaine valeur ajoutée, mais les Chinois ont mis des contre-tarifs à leur tour sur l'huile de canola, le porc, la pêche, et ça, c'est des jobs québécois, tu sais, fait que c'est comme, à un moment donné, qui décide c'est quoi les jobs les plus importants, tu sais, on va perdre des jobs en Ontario, on protège des jobs en Ontario, mais on en perd au Québec, puis en plus, au final, on paye les voitures beaucoup plus cher qu'on devrait. Mais au moment d'enregistrer la balado, là, la ministre Fréchette vient de sortir il y a quelques minutes. Elle voulait maintenir les tarifs. C'est honnêtement, je pense qu'à un moment donné, c'est le vote. Tu sais, voter, ben tu sais, allez aux urnes, voter, vous voulez des changements. Il y a aucun parti qui propose d'enlever ça, fait que c'est le choix entre pas les enlever ou pas les enlever. Je sais pas c'est quoi le choix démocratique. Les stratèges politiques qui nous écoutent, sachez qu'il y en a qui veulent. Il y en a beaucoup. Je pense la majorité voudrait qu'on enlève ces tarifs-là, mais c'est mon sondage très informel que j'ai fait suite à ça. Rapidement, Phil, c'est la première élection fédérale depuis que Meta a bloqué les nouvelles au Canada. Ça m'intéresse quand même, là, suite à C-18, là, ce projet de loi un peu bizarroïde qui avait été imaginé par le gouvernement Trudeau. Et donc là, on n'a pas de nouvelles sur Facebook. Et tu sais qui gagne? Les espèces de sites de clickbait, là,
je pas envie de dire de droite, là, mais conservateur, un peu genre désinformation. Canada Proud, là, c'est vraiment 31 des 50 contenus les plus regardés sur Facebook dans les dernières semaines viennent de cette page-là. Puis c'est de la bouillie pour les chats, là. C'est de la pure propagande. Puis ils payent pour que tu vois. Fait que je trouve ça un peu quand même bizarre. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent, honnêtement, aller vers des sources reconnues. Journal de Montréal, comme Prends TVA, pas ça pour du cash. Prends pas ça pour du cash. Le Journal de Montréal, TVA, LCN, Cube, et la presse, et le Devoir, et tout le monde. Ouais, effectivement. Mais les gens ne le font pas, malheureusement. Puis j'ai quand même l'impression que le fait qu'il n'y ait plus de nouvelles sur les sites mais ça marche encore, Facebook, tant que ça. Il y a 3 milliards d'utilisateurs, dont une grande majorité des Canadiens. Non, mais ouais, c'est beau. Ben voilà, écoutez, on n'avait pas beaucoup de temps. On a 3 invités super intéressant aujourd'hui. On vous invite à rester à l'antenne. On va faire une drôle d'histoire, là, survol, hyper accéléré, de l'histoire de la monnaie. Okay? De l'argent. De l'argent, là, les dollars. D'ailleurs, j'ai des dollars bolivariens entre les mains qui valent rien. Mais on va donc couvrir ça avec David Saint-Onge dans un instant. On accueille ensuite Louis Beauchamp, qui est vice-président communication à l'OACIQ pour nous parler du mois de la littératie immobilière. Faut pas que je le dise trop vite, ça me mélange. Et on termine avec Jimmy Jean, qui est l'économiste en chef du mouvement Desjardins, pour nous parler des risques de récession à l'horizon de l'été déjà. Ça vient vite. Ça vient vite. En raison des tarifs de Donald Trump. Donc, restez à l'écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires directement là, sur la plateforme où vous écoutez ce balado. À tout de suite. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. Saviez-vous que pendant une certaine période, Phil, tu savais ça, toi, il y a la monnaie, là, les dollars, mais pendant une certaine période de l'humanité, en fait, il y a des civilisations qui utilisaient des coquillages puis du sel comme monnaie d'échange. Et donc, c'est comme ça qu'on mesurait, en fait, la valeur. Il y a même eu une roche à un moment donné. Il y a sûrement une roche ou des roches. À Ottawa, au musée à Ottawa. Voilà. Ben, David Saint-Onge, ça donne qu'il a plusieurs qualités d'être fan de Bitcoin en est une nombreuse. On a déjà eu l'occasion de débattre ensemble à l'émission de Richard Martineau, mais il est aussi accessoirement, ou en fait peut-être principalement, j'aurais envie de dire, un passionné de l'histoire de la monnaie. Quel est le rapport? Ben, vous avez de l'argent dans vos poches, vous avez de l'argent dans votre compte de banque, mais ça n'a pas toujours été aussi simple et aussi transparent pour tout le monde. David a préparé, est en train de travailler sur carrément une conférence là-dessus. Il m'a dit qu'il allait peut-être en tirer un livre. Je me suis dit, voilà qui est bien intéressant pour nos auditeurs. Donc, David, déjà, pourquoi on s'intéresse à l'histoire de la monnaie? Oui, bien, en fait, moi, ça a commencé très tôt. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par les fameux billets de banque, là, comme on voit là. Donne-moi la danse, là. La dernière fois que tu es venu, tu m'en as donné un bolivar vénézuélien. Je peux en donner un à Philippe aussi. Philippe, ça vaut 0.00001 $ canadien. Là. Ça, tu peux toutes les avoir, les bolivars, puis ça va faire une pièce. D'ailleurs, petite parenthèse, dans mon domicile, maintenant, le bolivar vénézuélien cours légal. Hein. Mon fils essaie de m'acheter, mon fils de 2 ans, 3 quarts, essaie de m'acheter des faveurs. Merci. Écoute, je suis rendu la banque, mesdames et messieurs. Bref, on n'a pas beaucoup de temps avec toi, David. Parlons de pourquoi ça nous intéresse. Donc. Oui, donc moi, ça me fascinait déjà de voir les billets de banque, pourquoi ça avait une valeur. Tout ça, j'avais posé la question à mon père qui est comptable, m'avait donné une réponse assez précise que je n'avais pas tout à fait compris à 9 ans. Là. Et c'est donc plus tard, quand j'ai compris qu'on pouvait étudier littéralement l'histoire de la monnaie, remonter là, à l'âge de bronze pour comprendre comment les civilisations faisaient des échanges. Ça m'a, la première fois que j'ai lu ça, je me disais, ben voilà la réponse, il faut creuser, mais c'est pas si simple. Hein. Il y a personne, en fait, qui sait. Il y a pas de fait qu'on peut dire, voici la monnaie est née telle date. Quand on lit un livre d'économie, souvent, Francis est économiste, il va nous dire que la monnaie est apparue avec des pièces de monnaie, en fait, qui parlent, est apparue en Lydie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais la monnaie, selon moi, selon les anthropologues, est probablement née avant parce qu'on voyait déjà
en Égypte, en Mésopotamie, là, la Mésopotamie, pour ceux qui connaissent pas le coin, c'est en Irak, c'est les anciennes civilisations du 4e, 3e, 2e siècle, le Babylone, les Sumériens, tout ça. Ben, eux, il y avait... Si tout va bien, Phil. Ces grandes civilisations-là avaient des systèmes monétaires. Bon, on peut parler de tribus primitives, disons, qui, elles, n'avaient pas besoin de monnaie française. Quand tu n'as pas de spécialisation de métier, quand tu n'as pas de séparation du travail, puis quand les anthropologues vont dire qu'eux faisaient des échanges avec du crédit différé, du don contre don. Donc, les populations primitives et même les populations primitives modernes, là, les tribus qui n'ont pas de division du travail, qui font leur propre agriculture, ils n'utilisent pas de monnaie, ils font du don. Tu cultives, tu chasses, tu t'échanges des affaires. Exactement. Puis même le troc n'est pas très utilisé. Et donc, la vision classique d'économiste de la création de la monnaie pour réparer le troc, là, le troc, c'est pas efficace. C'est Adam Smith, je pense, qui a beaucoup popularisé ça. Exactement. Avant, on échangeait une paire de souliers contre 3 carottes, puis là, il fallait un âne là-dedans. Mais en fait, ça n'a jamais vraiment eu lieu comme ça. Non, on n'a pas de preuve anthropologique de ça. Mais fait qu'à un moment donné, quelqu'un se dit, je vais prendre une roche ou une pierre. La pierre, puis je vais te la donner en échange de ton âne, là, mettons. Puis il y a comme création d'un système monétaire, c'est ça? En Mésopotamie puis en Égypte, il y a le temple au centre, OK? Le temple religieux. Oui, mais la religion, à cette époque-là, c'est pas vraiment séparé. Là. Tout se passe autour. C'est les échanges économiques, puis l'État, à cette époque-là, c'est tout dans un truc, puis ça s'appelle le temple. Et le temple il émet pas de monnaie, mais il conserve des métaux précieux dans des unités qui sont mesurables, qui sont mesurées. Comme en Égypte, il y avait le fameux chati, qui est au départ une espèce de pièce de monnaie, mais c'est pas étampé. Là. Il n'y a pas la face droite. C'est juste un rond en métal. Exactement, là, qui est devenu après ça une unité de compte. Donc, ce que je voulais dire pour conclure sur les grandes civilisations, c'est qu'il y avait les gens payaient des taxes au temple en grains ou en argent, métal précieux d'unités précises. Donc, on voit déjà à l'époque qu'il y a un système de taxation, qu'il y a des unités de compte. C'est un système mercantile, là. Il y a une valeur. En fait, c'est ça, non, on ne sait pas s'il y avait des prix. C'est ça qui est fou, c'est qu'on ne sait pas comment les prix se formaient. On a des traces, on a des équivalences entre les denrées, mais on n'a pas nécessairement de notion de marché. En Mésopotamie, on a des mots pour le marché, on a des ports mercantiles, mais on ne sait pas, on n'a pas les traces. Et donc ici, j'ai amené une tablette sumérienne avec l'écriture cunéiforme dessus. Et donc, l'écriture cunéiforme, c'est la première forme d'écriture. Puis imaginez-vous que ça a été créé pour la comptabilité de la géante administration mésopotamienne. Il y avait des temples avec plein de scribes et quand ils écrivaient quelque chose, ça avait toujours une notion économique. Pourquoi? Parce que c'était cher engager un scribe. Donc, il s'écrivait pas des lettres d'amour. Il s'écrivait pour se dire, t'es parti sans me laisser sans le sou, puis faudrait que je paye mes taxes au temple, puis il faudrait que j'achète du grain pour me nourrir. Ça, il y a des lettres qu'on a trouvées là-dessus. Comme les fiscalistes de l'époque. Exactement. Je comprends bien. Et donc, après cette époque-là, avec les temples, la Mésopotamie, je peux parler rapidement de la Chine, qu'il y avait de la monnaie coulée, comme ça, avec un trou. Il y avait des coquillages avant, puis après, on a eu la monnaie coulée en Chine, dans la Chine antique. Et ça, c'était de la monnaie coulée qui n'avait pas aucun lien avec la valeur du métal. OK? Donc ça, fait que c'est la première fois que la monnaie a une valeur qui est comme décidée. Là, exactement. Ça pourrait être une feuille de papier. Là, c'est ça. Qui n'a aucune valeur de papier. C'est ça. Ça vaut juste parce que quelqu'un dit que ça vaut quelque chose. C'est une entente entre les commerçants, les paysans puis l'État qui fonctionnait. Et c'est fou, il n'y avait même pas de monopole d'État. C'était tout le monde, pas tout le monde, mais... N'importe qui était un peu équipé pouvait créer des dollars. Tout le monde s'entendait sur la valeur. Donc ça, c'est la période classique. Donc je voulais faire l'opposition entre les tribus primitives qui n'avaient pas de monnaie. Puis, on est à 1/3 de ton segment, fait que je sais pas c'était quoi. Oui, non, ça va. Ça va. Après ça, on arrive vraiment à la création de la monnaie, des pièces de monnaie en Lydie. OK, Lydie, c'est la Turquie aujourd'hui. C'est près de la Grèce, en fait. C'est à l'est, pardon, de la Grèce. Et on a les premières formes de pièces de monnaie. Et ça c'est un siglos perse. OK? Et donc, c'est un blob d'argent où il y a un étampe dessus. Là, on est vraiment dans la fameuse pièce de monnaie qui est créée pour la première fois. Et par une autorité centrale par un roi qui met un étampe puis qui dit j'ai le monopole, là, grosso modo. Tu sais, Crésus, là, comme dans Riche comme Crésus,
c'est ça. Lui, il avait une rivière proche de son royaume, puis il y avait plein de blobs, d'électrum qu'on appelle. Sais-tu quoi, Francis? Déjà, il jouait avec le taux de métaux précieux dans sa monnaie, parce que l'électrum, c'est un alliage d'or et d'argent. Okay. Puis l'électrum naturel est à peu près à 70% d'or, si je me souviens bien. Puis ses pièces avaient genre 50% d'or dedans. Fait que déjà, il extrayait. Il cheapait un petit peu la déjà. D'ailleurs, je me suis intéressé moi-même un peu à cette histoire de la monnaie, puis j'ai su qu'à travers l'histoire, plusieurs fois, dont dans la Rome antique, il y a des fois, mettons, tu avais une pièce qui faisait 1 once, là, puis là, à un moment donné, l'empereur reprenait toutes les pièces d'1 once, il les faisait fondre, puis il les remettait avec comme 90% du poids, ce qui était comme un peu imperceptible, mais ça lui permettait, lui, d'en remettre beaucoup plus. Tu sais, comme, déjà, il trichait un petit peu, tu sais, sur le poids et tout ça. Ouais, on le voit juste là. Okay. Donc, ça c'est un denier. Celui qui est en argent, c'est un denier. Puis l'autre, c'est un Antoninus. Ouais. Et il est supposé de voir 1,5 fois le denier. Il est supposé de voir 2 deniers. Il est juste 1,5 fois plus gros. Puis en passant, il y a 0 argent dedans. Fait qu'il diluait tout à fait. C'était une belle arnaque quand même. Déjà, c'était une arnaque. Donc, on a en Lydie qui crée les premières pièces. Il y a les Perses qui les copient. Ça, c'est ce que je vous ai montré tantôt. C'est une pièce perse. Et ça servait surtout à payer les mercenaires. Ça a payé les troupes. Donc, essentiellement. Exactement, l'armée. Donc, on n'était pas dans une notion de remplacer le troc là, pour faciliter les échanges. C'était vraiment pour payer l'armée. Ensuite, on a eu... Puis là, attends, mais là, c'est une affaire, David. C'est que moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que pendant longtemps, c'est dans cette période-là, oui, on avait la petite rivière à côté, mais à un moment donné, la rivière, là, elle payait pas des armées de dizaines de milliers de personnes. Donc, souvent, ce qui se passait, c'est qu'on conquérait des nouveaux territoires dans lesquels il y avait de l'or, de l'argent, là, whatever, des métaux précieux. On les ramenait au centre, là, à Rome, là, mettons, on en faisait de l'argent, puis on renvoyait une partie de cet argent-là aux troupes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand ton empire arrête de grandir, t'as comme plus d'influx de nouveaux métaux, fait que ça arrête pas mal la machine à cash. À ce moment-là, il dévalue la monnaie. Mais à un moment donné, la dévaluation, ça peut juste mener à la faillite. Ça fait à long terme, c'est pas une façon de s'enrichir. Pour ajouter à ton point, les centres, les cités, à l'époque, étaient comme parasitaires. Dans le fond, ils vivaient soit des paysans qui étaient autour, qui fournissaient des denrées, puis des conquêtes. Ils ne produisaient pas comme les cités au Moyen-Âge où il y avait vraiment la division du travail, de la production. Là, donc, clairement, ce que tu viens de dire est donc, tout à fait la morale vrai. de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de remplacement à la productivité, finalement. C'est ça que tu es en train de nous dire, David? D'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, on a passé avec les Grecs, on a pris les Perses. Les Grecs ont conquis les Perses. Alexandre le Grand, par exemple, a conquéri une vaste partie du territoire dans la Méditerranée, puis même plus à l'est, et il a imposé sa monnaie justement en payant encore des troupes militaires. Puis en mettant sa face dessus. En mettant sa face dessus. Ça l'a changé à cette époque-là. Ensuite, on a les Romains qui ont été lents à adopter la monnaie, mais quand ils l'ont fait, eux s'en sont servis pour vrai. Là, il y avait vraiment des échanges quotidiens. Les gens achetaient leur pain, tout ça. Puis, comme on vient de le mentionner déjà, ils ont dévalué énormément leur monnaie. J'ai montré les exemples. Ensuite, on a eu l'effondrement de Rome, qui n'est pas vraiment un effondrement, là, ça s'est passé très lentement. Et c'est pas vrai qu'il y a des invasions barbares. Là. Les barbares étaient des engagés, des mercenaires de l'Empire. Qui se tournaient de bord. Qui sont juste retournés de bord parce que l'Empire ne voulait pas leur donner des territoires, fait qu'ils sont allés à Rome puis on sacré. Et parce qu'à un moment donné, comme je l'expliquais, comme il n'y avait plus de conquête, il n'y avait plus d'argent, il arrêtait de payer les mercenaires. Fait que les mercenaires étaient comme, revenaient. Well, you know what? Et puis on retourne. Il y en a un qui a fait ça en Russie. Je vais te dire. Son avion je pense que c'était pas une question d'être payé ou pas payé, ça, par exemple. David, il nous reste 6 minutes. Oui. Fait que, dernier stretch. On est bien lancé. Donc, il s'est pas passé grand-chose pendant le Moyen-Âge. Genre pendant 200 ans, ils n'ont pas émis de pièces en Angleterre. Puis, on a la Renaissance qui vient après avec le florin. Mais entre les deux, il y a les croisades. On en parlait tout à l'heure, toi et moi, Francis, où il y a la naissance du transfert d'argent par les Templiers. Donc, les Templiers avaient de la richesse. Puis, tous les gens qui voulaient faire, justement,
j'ai perdu le titre. Les croisades. Les croisades. C'est ça. Ceux qui voulaient faire les croisades, ils partaient de leur pays, s'en allaient au Jérusalem, là, tout ça. Puis, ils voulaient pas se déplacer avec leurs pièces. Donc, ils déposaient au point A les Templiers des pièces, puis ils les récupéraient au point B là-bas. Ce que je comprends, c'est que les Templiers, c'était un ordre religieux de chevaliers, puis il y avait comme des centaines de châteaux là, partout en Europe. Et ils avaient fait profession de chasteté et de pauvreté. Fait qu'ils étaient assis sur des millions de dollars, mais eux-mêmes n'étaient pas, ils étaient pas mariés, il n'y avait pas de relations sexuelles et ils n'avaient pas d'argent à eux. Et ils servaient un peu comme justement des bureaux de change, quasiment, là, comme tu le dis, là, d'une place à l'autre en Europe. Et ça a mal fini quand même. Ça a mal fini pour eux, en effet. Il y a une série là-dessus qui s'appelle Oak Island. Mon père est très fan. Oak Island? C'est une série de télé, ça? Oui, dans le fond, il cherche le trésor enfoui des Templiers en dessous d'une île quelque part dans les Maritimes au Canada. Tu regarderas ça. Donc, j'ai mon Maravédi ici pour expliquer que, comme tu disais tantôt, souvent, les rois, ils rappelaient les pièces pour les rétamper. Ça, c'est un Maravédi qui a un 8 détampé dessus. Je sais pas, il est de quel bord, le 8. Mais le roi les rappelait en Espagne pour, disons, en valait 1. Après ça, il rappelait toutes les pièces, il étampait un 2 dessus. Après ça, il rappelait toutes les pièces, il étampait un 3 dessus. Et, un 4, pardon, puis après ça, un 8. Donc, encore d'évaluation monétaire. Et là, très rapidement, je parle de l'apparition de la monnaie papier. Je parle des foires marchandes dans les Flandres. Il y a les premiers exemples de monnaie papier. Ça, c'est soit un billet à ordre ou une lettre de change. Là, je me souviens plus de la nuance. Mais ça, c'est une française. Ça a été écrit en français. Ça date du 18e siècle. C'est un peu plus tard, mais ça vous montre un peu c'est intéressant parce qu'avant d'être des unités standards, là, comme un 2 puis un autre 2, puis tu as des 20 piastres, la monnaie papier, c'est une fois, une reconnaissance de ma dette envers ta dette. Puis là, ça, tu peux la donner à Phil, parce que si moi, je te dois 20$, puis tu donnes cette feuille-là à Phil, ben là, je dois 20$ à Phil, puis Phil, tu peux la donner à Phil en régie. Mais chaque papier est un contrat, là, un genre de reconnaissance de dette. Puis là, à un moment donné, on en a un, puis là, toi, tu me dois 20$, puis là, tu me dois 20$, puis là, écoute, j'ai 60$, je peux donner 3 reconnaissances de dette, mais chaque unité... Moi, je pense que dans la crise des subprimes, il y en a qui se sont fiers un peu là-dessus sur de signer des papiers qui n'avaient pas de valeur. On a fast-forward vraiment rapidement en 2008, mais tu reviendras pour nous raconter ça. Ça, je vous rattrape avec la liste. Je vais me rendre en 2008, vous allez voir. Après ça, il y a eu les premières bourses, disons, à Amsterdam, puis en Angleterre. Par exemple, à Amsterdam, c'était pour la Compagnie des Indes orientales. Ils ont émis des actions. C'est la naissance du capitalisme. Les premières compagnies par action. Ils ont fait une bourse pour pouvoir échanger ces actions-là. Ça donne naissance à la Banque d'Amsterdam. Et ensuite, il y a eu la Banque d'Angleterre qui est née pour financer des guerres. Ça arrive souvent. C'est pour financer des guerres. Puis eux, petit à petit, ils ont grappillé toute la liberté des gens qui échangeaient des pièces de monnaie, les billets en papier contre les pièces de monnaie. Petit à petit, les changeurs n'avaient plus le droit de garder les pièces, il fallait qu'ils les déposent à la banque, puis là, ainsi de suite. À la fin, il y avait juste la Banque d'Angleterre qui pouvait échanger la monnaie papier contre $. Fait qu'ils ont comme un peu saisi le pouvoir. La Banque d'Angleterre, c'est-tu la première banque centrale? Non. La première banque centrale, c'est en Sweden, la Suède. Après ça, tout de suite après, la Banque d'Angleterre. La Banque d'Amsterdam, pardon. Après ça, la Banque d'Angleterre. Voilà. C'est l'ordre. Et donc, ça conclut un peu mon parcours on part des pièces des grandes civilisations, les pièces de monnaie, la monnaie papier. Et là, je veux rapidement parler du dollar US, le dollar qui est proche de nous, qui a fait la monnaie de réserve mondiale. Ça, c'est un billet colonial, de l'époque coloniale de 1776, donc juste avant là, qu'ils fondent leur pays. Donc, c'est en shilling parce que c'est une colonie anglaise. Et donc, ils ont, à partir de ce moment-là, ils imprimaient leur propre monnaie papier. Et il y avait aussi les dollars espagnols qu'ils utilisaient beaucoup à l'époque parce qu'il n'y avait pas leur propre monnaie. C'était pas un pays encore. Donc ça, c'est un dollar espagnol du 1814. Et donc, ça a donné... Le dollar US, là, il faut que je spécifie, ça, c'est un de 2013. Ça, c'est un dollar US, c'est l'équivalent, là, en termes de pièces. Il y a à peu près, $40 d'argent là-dedans. Lui, c'est une pièce moderne, mais à l'époque, il y avait des pièces comme ça, là, en 1792. C'est pesant, c'est une once, comme tu disais tantôt. Puis ça vaut, c'est ça, une quarantaine de dollars en dollars d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est le poids de la dévaluation. Hein, $1 aujourd'hui, on sait ce que ça vaut. Le poids de la dévaluation, et ça fait un beau titre de livre. Et rapidement, ça, c'est un
dollar, ça vient de l'Europe, c'est l'ancêtre du nom du dollar. Vous voyez, c'est le même format. Le même concept. Le mot dollar vient de dollar. Et je conclue en vous disant que plus loin, le dollar était backé par l'or. J'ai la preuve ici, j'ai un gold certificate qui vaut 20 $ de 1928 qui valait un once d'or, donc 3000 $ aujourd'hui. Donc ce billet-là est devenu illégal parce qu'ils ont saisi tout l'or en 1933-1934 avec le Order 6102. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un billet qui valait 3000 $. Ça vaut-tu encore un once d'or, ça? Ben non, ils l'ont démonétisé. Okay. Et ça, c'était illégal jusqu'en 1964 de le posséder. Ça, ce que j'ai en ce moment dans les mains. Avant 1964, j'aurais pu aller en prison pour le posséder. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce qu'il voulait qu'il y avait des policiers en c'est ça. J'ai eu peur. Et donc, tout de suite après ça, on a eu Bretton Woods, qui a, dans le fond, tout pris l'or du monde, qui l'a mis aux États-Unis, puis eux émettaient des dollars adossés à l'or. Et après ça, ils ont imprimé trop de billets. Il y a eu le choc Nixon en 1971 qui a complètement séparé suspendu la convertibilité, la fin des accords de Bretton Woods. Puis là, 2008, subprimes, 2009. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Je sais plus. C'est pas le Bitcoin, ça date de quand? 2009. 2009. Écoute, 2009, naissance du Bitcoin. Naissance du Bitcoin, mais ça, c'est pour une autre fois. David Saint-Onge. Je vous avais dit que je vous rattraperai en 2008. Voilà. C'est parfait. Merci d'être vraiment intéressant. C'était très accéléré comme petite formation. Tu dis que tu vas donc participer à un événement ou cette semaine, jeudi, je pars à Paris puis on va enregistrer 10 heures. On va tout couvrir ça dans les détails. On va enregistrer 10 heures de vidéo pour faire un cours sur l'histoire de la monnaie. Puis qui va être disponible où? Sur une plateforme en ligne gratuitement. OK, fait on le mettra dans les notes du show, évidemment. Fait que pour ceux et celles qui s'intéressent d'avoir la version 10 heures au lieu de 14 minutes et quart, vous pourrez évidemment suivre David Saint-Onge. Merci David, c'est très intéressant que je découvre un autre de tes talents nombreux dans cet univers de l'économie de la monnaie. Merci. Merci à vous deux. Bye. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Il y a une rumeur sur Internet qui veut que les gens passent plus de temps à chercher les spécifications d'un air fryer qu'à lire leur contrat de courtage hypothécaire. J'y crois à moitié, honnêtement, mais ça m'a quand même amusé de lire ça ces derniers jours. Ça donne que c'est le mois de la littératie immobilière. C'est ce que je crois comprendre. Et donc, on va en démystifier la chose. On est avec Louis Beauchamp, vous le connaissez. C'est pas son premier rodéo. Elle prend pas ça pour du cash. Il est vice-président communication à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, l'OACQ. Bonjour Louis. Bonjour Francis. Bonjour. Le mois donc de... Phil est là, tout le monde se connaît, on est en famille. C'est le mois de la littératie immobilière en plus. On devrait quasiment ouvrir une bouteille de champagne. Mais, déjà, c'est le mois de la littératie immobilière. Il me semble qu'il y a beaucoup de mois, puis de semaines, puis de jours célébratoires. Ça se rajoute sur le reste. C'est quoi donc cette initiative? Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives de ce genre-là. On va se le dire, mais nous, on a cru bon que c'était important de lancer cette initiative à la suite d'un sondage qu'on a mené l'année passée ou dans le cadre de ce sondage, un sondage léger, où on apprenait qu'il y avait 58% des Québécois qui s'estimaient pas suffisamment outillés en connaissances, en termes de connaissances immobilières. Alors, c'était quand même un chiffre important. Même s'il y a des choses qu'ils connaissent, il y avait quand même lieu de travailler. Et nous, évidemment, comme notre mission, c'est la protection du public, il fallait qu'on fasse quelque chose pour aider les Québécois, le public en général, à améliorer. Quand on parle de littératie, on parle de quoi? C'est de la connaissance. C'est de savoir. Alors, c'est un mot, c'est un jargon un peu pointu, mais les gens qui connaissent ça, mais on parle vraiment de connaissance. C'est sûr que je pense que les gens, c'est un peu comme la littératie financière. Exact. Les gens on est en retard par rapport à toute cette littératie-là, puis je pense qu'il y a de l'énergie qui doit être mise, justement pour pas que les gens, autant au niveau financier que au niveau de l'immobilier, se fassent avoir, parce que autant dans le domaine financier que dans le domaine immobilier, il y a un paquet de charlatans qui vendent n'importe quoi, ou des rendements, ou des schemes là, immobiliers. C'est ça qui est dangereux pour le marché. Je dirais aussi, pour aller un peu plus loin, aller dans ce sens-là également, c'est que c'est devenu complexe, une transaction immobilière. Ça s'est complexifié avec le temps.
Alors, il y a tous des aspects qu'il faut tenir compte. Hein. Vous savez, l'inspection du bâtiment, les vices cachés, la garantie légale, travailler avec ou sans courtier, ce qu'on appelle la rétribution, la commission, la fameuse commission, le certificat de localisation, le notaire, le déménagement. Vous voyez, tout ce que ça implique. Et surtout, je pense, entre autres, à ceux qui veulent accéder à la propriété. Pour les jeunes, ceux qui n'ont pas connu ça. Le condo, la copropriété avec ses carnets d'entretien, fonds de prévoyance. Dans lesquels il y a beaucoup de changements législatifs. Et il y a beaucoup de choses à venir, justement. Alors, vous voyez un petit peu... le pire est à venir, les échanges blagues, mais... C'est ça, c'est pour ça que je pense le air fryer, c'est peut-être un petit peu plus simple. Dis-moi, je ne sais pas si dans le sondage que vous avez fait ou dans votre réflexion là, sur ce qui s'en vient dans le prochain mois, mais c'est quoi les erreurs ou vraiment les choses que les gens ignorent le plus? Là? C'est où que ça fait le plus mal en matière de non-littératie ou absence de connaissances, selon toi? Ben, je dirais c'est peut-être les obligations que peut avoir un courtier. Un courtier immobilier. Donc, ils connaissent pas toutes ces obligations-là. Alors, pour nous, c'est notre rôle de les faire connaître pour faire en sorte qu'ils connaissent aussi les protections. Ils ont des protections quand ils décident de faire affaire avec un courtier immobilier. Ben, il y a la loi sur le courtage immobilier qui s'applique. Et nous, ce qu'on a élaboré un peu comme programmation, on a fait une programmation entièrement virtuelle pendant tout le mois. Ça prend la forme de balado, comme on fait en ce moment. Également de conférences, de vidéos, de tutoriels. Et puis, en fait, ce qu'on a couvert comme sujet, ben, d'abord, les risques. Quels sont les risques associés à une transaction immobilière? Quelles sont les protections qui sont prévues par la loi? Le processus aussi de réclamation. Quand j'ai un problème, je fais quoi? Bon, j'appelle évidemment au service de l'assistance de l'OACIQ. La publicité. On voit toutes sortes de choses en matière de publicité des courtiers immobiliers. Numéro 1 pour le nombre de transactions réalisées dans mon marché, des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup des choses comme ça qui doivent savoir. On peut pas faire ce qu'on veut en matière de publicité, c'est encadré. La déclaration du vendeur, on parlait, le courtage immobilier, la fameuse déclaration, tout ce que ça contient. Alors, il y a évidemment ceux qui en ont fait quelques-unes, s'y connaissent évidemment. Sauf qu'on ne fait pas ça une transaction immobilière tous les jours. Hein. Alors voilà. Bon, le fait que là, vous lancez l'OACQ. Oui, c'est nous qui avons. C'est une première. Y a-t-il d'autres mondes? Voulez-vous faire un truc avec l'ONU? Mais l'ambition, c'est quoi, là, concrètement? C'est intéressant. D'abord, nous, on fait partie du regroupement des régulateurs canadiens. Donc, on leur... C'est régulé par province au Canada. Exactement, c'est par province. Donc, au moins, mais on participe, on a je dirais une communauté de pratique, appelons ça comme ça. Et au-delà de ça, donc, beaucoup de discussions sur l'évolution réglementaire. Donc, on a partagé cette initiative-là. On a également des échanges avec l'Union européenne. Alors, donc, on a eu des échanges à cet égard-là. Ils sont montrés intéressés de savoir ce qu'on fait. Alors, ça, c'est un élément. Puis aussi, on a des partenaires dans le marché ici au Québec, que je pense, par exemple, à Option Consommateur. Les étapes budgétaires d'une préparation pour l'acquisition d'une propriété. Également, l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec qui participent également à cette initiative-là. Donc, et on a des experts qui viennent nous parler. On a, par exemple, l'expert de la copropriété au Québec. Jolicoeur. Maître Jolicoeur. Maître Jolicoeur. Y en a-t-il un autre? Exactement. Donc, c'est quasiment un monopole. Monopole de la connaissance. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, bref, oui, donc, il participe, il partage avec nous son expertise et c'est très utile. Donc, c'est vraiment, on commence, évidemment, avec le temps, avec les années, mais c'est certainement quelque chose qui est appelé à prendre de l'ampleur. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je suis dans la formation, là, mon entreprise est en formation. Donc, nous, on voit les thématiques. Tu sais, on a 205 000 utilisateurs de la plateforme au Canada. Donc, tu sais, on voit quand même que tout ce qui est par rapport à l'immobilier, stratégie financière, on se le fait demander. Nous, on a fait des ententes après, là, que ce soit avec les QPF sur, tu sais, comment budgétiser, etc. Donc, les capsules ont été faites par les QPF, mais nous autres, on les transmet à ceux qui sont membres. Ça s'appelle l'Institut PF. Oui, je sais. L'Institut québécois de la planification financière. Il y a plus de Québec dans le nom. Il y a plus de Québécois. Chantal Lamoureux ne serait pas contente de nous entendre. Mais effectivement, puis ça t'emmène à un bon point, Phil, parce que là, tu parles beaucoup, puis tu sais, le point que tu as fait précédemment, parce que pour moi, la littératie immobilière, c'est comme un sous-ensemble de la littératie
financière. Absolument. Pourquoi pas vous être associé, mettons, avec l'Institut, avec Éduc-Épargne, avec, je sais pas, Desjardins, avec d'autres... encore une fois, c'est pas un reproche, mais tu comprends que il me semble que ça aurait plus de force à l'intérieur d'une initiative d'ensemble sur la littératie économique et financière que je trouve ça, c'est comme niché, tu sais, d'une certaine façon. C'est très niché. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai, Francis, tu as raison. C'est vraiment niché. Nous, on voulait vraiment l'aborder sous l'angle de l'encadrement. Okay. Des protections, évidemment, qui sont prévues par la loi. Et il y a beaucoup de méconnaissances en cette matière-là. L'aspect financier, l'aspect en termes d'investissement, en termes de risques financiers, évidemment, il y a les secteurs financiers qui couvrent ça, évidemment, mais l'aborder sous l'angle des protections prévues par la loi, il y a quand même beaucoup de méconnaissances là-dessus. Il faut savoir que l'OACIQ est connu, toujours dans le même sondage, par pas plus de 20% de la population au Québec. C'est fou, hein? Alors donc... alors que 67% des gens ont une maison. Là, voilà, donc c'est ça. Mais évidemment, généralement, on va avoir besoin de quoi? De l'OACIQ quand on a des problèmes. Ouais, quand ça va mal. Alors, c'est souvent ce qui se produit parce que la plupart du temps, ça se passe bien, mais on a, avec les partenaires aussi, dans le fond, on aborde les aspects financiers, la préparation, hein, vous savez, donc les offres d'achat, les promesses d'achat, ce que ça implique, tout ça. Alors, mais oui, à la limite, il n'y a pas de fermeture par rapport à ça. Non, mais se joindre à un groupe qui déciderait, on a Jimmy Jean de chez Desjardins tout de suite après toi. On va lui proposer de faire un partnership, là, ouais, évidemment. Parlant justement là, de courtage, parce que c'est votre métier, il y a aussi des plateformes maintenant qui font du sans courtier. On va pas les nommer. Mais qui sont dans le vaste domaine, on va dire, de la transaction immobilière. Vous encadrez un métier en particulier, mais à la limite, il y a ça. Historiquement, les courtiers ont été assez hostiles à la présence de concurrents, j'aurais envie de dire. Est-ce que votre initiative, elle cherche aussi à informer sur ces... je sais pas comment dire, sur ces autres façons de faire. Là, vous parlez des plateformes. Oui, je veux pas, encore une fois, l'idée, c'est pas de leur faire de la pub, mais c'est de dire, tu sais, la littératie immobilière, là, pour Francis Gosselin, qui n'est pas un courtier, ce n'est pas que le courtage immobilier. Là. Je comprends que vous êtes l'OACIQ, mais comment vous tranchez entre vouloir éduquer l'ensemble du public, puis évidemment la reconnaissance qu'il y a des gens qui ne font pas du tout affaire avec l'OACIQ, donc pas du tout affaire avec vos membres. Nous, c'est sûr, notre champ d'intervention est limité par la loi. L'application de la loi. C'est sûr que là, on rentre pas, par exemple, dans les modèles d'affaires. Je sais pas si c'est là que tu... notamment, ce que tu as en tête. Est-ce qu'il faut faire attention quand on va sur telle plateforme? Dans la littératie immobilière, comme juste canonique, j'aurais envie de dire, faudrait aussi apprendre aux gens à ce qu'il faut checker quand t'es là. Et pas juste quand t'es avec un courtier. Absolument. Oui. Mais c'est sûr que nous, évidemment, ça se limite beaucoup. Alors, c'est pour ça que pour parler pour ceux qui ne font pas de courtage immobilier, qui suis-je finalement pour le faire? Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a de la littératie immobilière à faire là aussi. T'sais. Oui, est-ce que vous en remettez à ces plateformes-là de faire leur propre littératie? Ça, évidemment, nous, dans la mesure où ça va toucher le courtage immobilier, ça remet en question la loi, que ça vient en contradiction avec la loi, on va intervenir. Par exemple, je vais la nommer, moi, la récente plateforme Ubi là, on a eu Elisabeth Abatiello la semaine dernière. Nous, cette plateforme, il y a une collaboration qui s'est faite avec Ubi parce qu'ils arrivaient, puis je vous dirais, on n'est pas contre l'innovation. Au contraire, cela dit, nous, on s'est assuré, et on s'assure toujours au moment où on se parle, de faire en sorte que les courtiers immobiliers puissent rencontrer leurs obligations. Parce que là, vous voyez un petit peu ce que cette plateforme fait. Ils vont chercher ce qui existe. Ils déposent ça sur la plateforme. Pas que des gens qui travaillent avec des courtiers immobiliers, mais des gens qui décident de vendre eux-mêmes leur propriété, par exemple. Alors, nous, c'est de s'assurer que la plateforme fasse en sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que c'est ça le risque, un peu ce que vous soulevez, c'est la possibilité qu'il y ait de la confusion. Et là, dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on a cette collaboration-là. Et je vous dirais qu'Ubi collabore bien au moment où on se parle. C'est sûr que c'est un marché qui est en grande transformation. C'est un marché aussi qui les cycles économiques peuvent aider ou pas aider. Là, comme j'ai comme l'impression que le marché du condo, c'est plus difficile, etc. Peu importe, là, mais je pense que d'éduquer la population, c'est jamais une mauvaise idée. Dans le sens où de transmettre des connaissances, puis ça,
je pense que vous le jouez bien, ce rôle-là. Tu sais, où il y a les courtiers, les réglementés, mais il faut que le client comprenne c'est quoi, ce qu'il y a à s'attendre d'un courtier aussi. Alors, je pense que on voit qu'il y a un vent de changement dans votre organisme, puis ça, j'aime ça, voir ça, là. Parce que, tu sais, il y a 5-10 ans, ça nécessitait un petit peu. Parce que lui, il n'était pas là. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait du bien. Non, mais c'est une organisation qui évolue. Alors, évidemment, qui est en constante amélioration. Puis, je vous dirais, il y a des sujets qu'on aborde aussi encore aujourd'hui, que peut-être qu'on n'abordait pas parce que l'époque n'était pas à ça, mais de plus en plus, on parle, par exemple, de crypto-monnaies. Alors, évidemment, on va parler de ces enjeux liés à faire une transaction en crypto-monnaie. On voit ces choses-là apparaître. Il y a toute la question aussi du blanchiment d'argent. Ah oui. Bon, ça, le blanchiment d'argent, c'est pas d'hier, mais c'est toujours un enjeu. Donc, il faut que les courtiers immobiliers soient sensibilisés à ça. On n'abordera pas tous les sujets dans ce premier mois de la littératie immobilière. On commence par les sujets, je vous dirais, assez de base, parce que je vous dirais, il faut partir de la base quand même pour pouvoir éventuellement aller peut-être dans les sujets. C'était peut-être une dernière question pour le gars de com en toi, Louis Beauchamp, mais c'est quoi le plan, justement? J'imagine que vous avez un calendrier éditorial très, très serré, tout est déjà prêt, il faut juste relâcher. C'est pas mal prêt. C'est un peu les sujets que j'ai exposés un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a un feu d'artifice à la fin? Non. Est-ce qu'il y a un gros moment le 15 avril qu'il faut absolument pas manquer? Non. Comment vous voyez ça? Évidemment, on fait de la communication actuellement. On a une campagne qui a commencé, qu'on a commencé à être visible. Il y avait des choses dans la presse en fin de semaine. Il y a également auprès d'autres médias. Alors, donc, il y a certains médias où on est présent. Et puis, il y a cette programmation qu'on met de l'avant. Je parlais des risques liés à l'immobilier. Je parlais des risques cachés, l'inspection, la copropriété. Alors, c'est des sujets qu'on aborde. Et aussi, nous, on a lancé notre nouveau site Internet qu'on a vraiment revu de fond en comble et on s'est doté d'une agente conversationnelle, Élise, qui est très, très intéressante parce qu'évidemment, ce robot conversationnel, c'est tout le contenu à notre disposition, tout ce qui touche la loi et que les gens peuvent aller interroger sur notre site, tant le public que les courtiers immobiliers. Donc, dans ce sens-là, il y a ce qu'on a prévu comme programmation, mais il y a aussi ce qu'on doit mettre de l'avant, toujours en se faisant connaître davantage. OACIQ.com, on peut aller voir ça tout de suite. Puis bon, pour le mois de la littératie immobilière, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On mettra peut-être des petits clips au balado de temps en temps pour partager le bon message. Merci d'être venu en studio. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Grand plaisir. À une prochaine. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Au moment où on enregistre, il est toujours pas clair qu'est-ce qui va exactement se passer aux États-Unis plus tard cette semaine dans le cadre des tarifs et contre-tarifs et tarifs réciproques que souhaite implanter le président Donald Trump. Mais chose certaine, ça va faire mal à l'économie québécoise et canadienne et il y a ce texte qui nous a beaucoup interpellés, qui a été publié par Desjardins, qui énonce qu'une récession apparaît probable alors que ces effets de la guerre commerciale se feront sentir. On en parle avec Jimmy Jean, qui est vice-président et économiste en chef au Mouvement Desjardins. Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour. Merci d'être avec nous. Écoutez, vous évoquez dans vos prévisions que la récession semble de plus en plus probable. J'aimerais savoir quel est le facteur déclencheur, là, justement. On parle de M. Trump, mais aussi la politique monétaire canadienne qui a été compliquée ces dernières années. Il y a un ralentissement un peu plus structurel en lien avec la productivité. Comment vous équilibrez toutes ces forces quand vous publiez un rapport comme celui qui a été émis la semaine dernière? Dans le cas actuel, c'est certain que ce qui se passe du côté du commerce international et particulièrement la guerre commerciale déclenchée par l'administration Trump, c'est le gros facteur, étant donné que on l'a dit souvent, mais les États-Unis représentent une partie importante de nos exportations. En fait, 20% de notre PIB consiste du commerce avec les États-Unis. Donc, il y a, avec un choc aussi majeur que ce qui se décide, évidemment, il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à exactement comment tout ça va atterrir encore à l'heure actuelle. Mais avec ce qui est avancé comme menace, et les effets que ça va avoir sur les secteurs exportateurs et en
qui vont découler de ça, donc des effets sur l'emploi, des effets aussi des tarifs de représailles sur le pouvoir d'achat, et je dirais aussi l'effet de l'incertitude qui agit beaucoup sur les investissements des entreprises. Donc, dans ce contexte-là, c'est très difficile pour l'économie d'être capable de s'en tirer sans connaître quelques trimestres de contraction dans notre scénario. Et évidemment, ça repose sur des hypothèses qui peuvent être très changeantes, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Mais ça rejoint aussi les analyses et travaux qu'on fait d'autres entités. Il y a la Banque du Canada qui était arrivée avec un résultat très proche du nôtre dans un contexte, dans un scénario de tarifs à 25%. Et le gouvernement du Québec aussi, avec des tarifs permanents de 25%, déterminait que l'économie du Québec vivrait une récession. Donc, c'est un point de vue qui est partagé par plusieurs autres prévisionnistes. Si je peux me permettre, on lisait cette semaine dans un article du Journal de Montréal, il y a il y a une augmentation de 43% des mises à pied en ce moment, au niveau là, ce qu'ils appellent les mises à pied massives. Ouais. Ça, par contre, c'est sur l'an dernier. Là, donc, on sentait déjà que l'économie, il y avait un petit ralentissement de l'économie. L'économie s'essoufflait un peu, mais je pense que j'ai comme l'impression que les tarifs de Trump, là, c'est comme si le pieu dans le cercueil, là, dans le sens où ça va faire caler. Selon le premier ministre du Québec, il y a 200 000 jobs qui sont en jeu dans cette guerre de tarifs. Est-ce que Desjardins a réfléchi à combien de temps ça va nous prendre, combien de trimestres pour se ressortir la tête de l'eau? Ouais, ben on parle de environ, selon nous, on a 3 trimestres consécutifs de contraction dans le scénario de base qu'on a à l'heure actuelle. C'est pas des contractions qui sont énormes, c'est loin de ce qu'on a vu pendant la pandémie, entre autres. Mais il reste qu'il y a cette période-là au cours de 2025 où est-ce qu'on a un certain repli de l'activité économique. On a effectivement un ralentissement sur le marché du travail qui fait en sorte que le taux de chômage il augmente. Donc et ça c'est vraiment le propre de ce qu'on voit d'habitude quand on connaît une récession. Maintenant, il y a des gens qui je pense qui regardent ça puis qui disent on peut peut-être s'en tirer encore si tout ça c'est une posture de négociation. Mais ça, c'était... en fait, c'est l'hypothèse qu'on avait avant. Donc, dès que Trump a été élu, on s'est dit, c'est certain qu'il va y avoir des tarifs. C'est du bluff, c'est grand partie du bluff. Ouais. En partie, dans le sens qu'on avait quand même une hypothèse de peut-être 10%, quelque chose que on allait pouvoir... Puis l'économie américaine allait pouvoir vivre avec, mais qu'on allait vraiment vouloir jouer un scénario mitoyen pour pas trop faire mal de part et d'autre. Mais on y va vraiment au maximum du côté de Trump. J'aimerais quand même vous entendre, M. Jean, parce que, on parlait ces derniers jours aux États-Unis dans la presse américaine de stagflation. C'est un terme qui, j'ai beau être économiste moi-même, je l'avais pas vu en pratique dans des pays développés, outre le Japon, là, depuis fort longtemps. Et puis, évidemment, dans un contexte de récession, comme vous l'annoncez, ou en fait, comme vous le prévisionnez, le prédisez, j'aimerais un peu vous entendre sur les outils là, qui sont à la disposition des différentes entités. Bon, déjà, on sait que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ont annoncé qu'ils allaient reprendre une certaine activité de soutien, de protection. La Banque du Canada, évidemment, est un peu dans une posture compliquée actuellement. Comment est-ce que vous voyez un peu la réaction que vont avoir ces différentes organisations ou ces différents paliers si jamais la récession se concrétise comme vous le prévoyez? Oui, la stagflation, ça se discute beaucoup, mais la stagflation, comme dans le style qu'on a vu dans les années 70, c'est pas ce à quoi on s'attend. Dans ce temps-là, on avait vu des taux de chômage monter dans les 10%. On n'est pas là. Puis on a vu des chocs pétroliers importants qui entraînaient l'inflation en très forte hausse dans un contexte où on n'avait pas les banques centrales n'avaient pas de genre de mandat de ciblage d'inflation comme aujourd'hui. Donc, ça a changé. Les anticipations d'inflation sont mieux ancrées en général. C'est pas dire que c'est parfait. Et les banques centrales restent justement très à l'affût, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'en pandémie, il y a une certaine atteinte à la crédibilité des banques centrales. Elles ont, incluant la Banque du Canada, longtemps maintenu que l'inflation serait temporaire.
Et finalement, elles ont dû réagir à la hâte quand elles ont constaté que les anticipations d'inflation et l'inflation dépassait les attentes et les anticipations d'inflation étaient aussi en train de et très fortement, là, ouais, évidemment, on se rappellera cet épisode. Exactement. Donc là, c'est pour ça que ce qu'on voit, c'est que malgré le fait que on s'attend pas, nous, dans le scénario, on a à peine une inflation qui remonte, on parle entre 2,5 et 3,5 %. On est loin du sommet de 8 8,1 qu'on avait atteint en 2022. Mais il reste que là, la Banque centrale commence à changer son discours. La Banque du Canada vient de faire 7 baisses de taux consécutives. Nous, on s'attend à ce qu'au mois d'avril, elle commence à ralentir la cadence, donc elle prenne une pause dans cette baisse de taux d'intérêt-là. On pense quand même qu'il va y en avoir d'autres dans l'année, mais la Banque du Canada va pas se rendre à 0,25. Elle va pas se rendre au plancher comme on l'a vu en pandémie. Ça ferait bien mon affaire, Jimmy, quand même. Oui, c'est certain qu'il y en a beaucoup qui souhaiteraient ça, mais c'est justement à cause on veut pas se brûler, puis on veut étant donné que les tarifs amènent on parle de stagflation parce que les tarifs amènent une baisse de la croissance, mais aussi amènent mécaniquement, que ce soit les tarifs ou les tarifs de représailles, mais ça amène une augmentation des prix parce que ces tarifs-là sont refilés aux consommateurs. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile pour le Banque centrale de bien manœuvrer, bien calibrer. Donc, c'est pour ça qu'elle y va de manière plus prudente que ce qu'on verrait habituellement. Vous soulignez dans l'étude que les ménages commencent à ressentir les effets de ce ralentissement. J'aimerais un peu vous entendre, c'est quelle couche de la population, quel type de ménage est-ce que vous voyez plus vulnérable actuellement? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour justement limiter l'impact négatif d'une récession sur ces gens-là? En ce moment, quand on regarde le marché de l'emploi, on est encore, là on va avoir les chiffres pour le mois de mars bientôt, mais on n'a pas encore des grands signes visibles en lien avec la guerre commerciale. Ça reste encore à venir. Et puis, ce qu'on voit le plus, c'est au niveau du sentiment des entreprises. Entre autres, quand on regarde les anticipations des ménages par rapport aux pertes d'emploi. Là, on a monté, on est dans des niveaux qu'on voit habituellement en récession. Ce qui est intéressant, c'est que même pendant la pandémie, les gens ont conservé les gens ont beaucoup conservé leur emploi. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens, finalement, c'est un déplacement. Tandis que là, il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur emploi. Et ça, c'est de nature à faire changer les comportements. Déjà, on voit dans les enquêtes de la Banque du Canada que les comportements d'épargne préventive, d'épargne de précaution, ça augmente. Les gens indiquent épargner plus, justement, en crainte avec une situation néfaste sur la question de leur emploi. Et quand les gens se mettent à dépenser moins, voyager moins, on le voit beaucoup dans tout ce qui se discute. Ça veut pas dire qu'ils vont nécessairement aller ailleurs, ça veut peut-être dire qu'ils vont économiser pour en prévision de temps potentiellement plus dur, ceux qui travaillent entre autres dans le secteur exportateur. Et c'est ce qui fait en sorte que ça fait boule de neige, il y a moins de dépenses, moins de consommation, ça se traduit sur d'autres secteurs. Et finalement, on voit un repli de la consommation. Donc, c'est ce qui guette en ce moment avec le scénario qui est devant nous. On va voir si ça va changer dans les prochains jours. Mais en ce moment, c'est pas de bon augure. Dites-moi, il y a ces vents contraires, une récession, vous le dites, qui sera certainement pas majeure. Là, on parle pas d'un effondrement économique, mais bon, d'un déclin du PIB là, pendant 2 ou 3 trimestres consécutifs. Il y a quand même des secteurs de l'économie québécoise qui pourraient tirer leur épingle du jeu là-dedans, bénéficier de cette réorganisation. Est-ce que vous jetez aussi un éclairage chez Desjardins sur justement ces secteurs-là qui risquent d'être quasiment avantagés par l'incertitude et la volatilité qu'on vit actuellement en raison de ces tarifs? Nous, on a fait l'analyse, on a déterminé que les secteurs qui étaient exposés aux tarifs, mettons, aux tarifs américains, ça représentait 25% du PIB. Donc, comment dire, il y a 3/4 des secteurs qui sont pas nécessairement vulnérables aux tarifs américains comme tels. Il y en a quelques-uns qu'il faut faire attention à cause des tarifs de représailles, donc des secteurs où est-ce que les marges sont petites et qui dépendent beaucoup des importations, le secteur de la restauration en est un, par exemple, le secteur du commerce de gros. Donc, il y a des éléments à surveiller là, mais quand même, il reste que la majeure partie de l'économie ne devra pas subir les contre-coups. Et
Si on parle par exemple, de baisse de taux d'intérêt, et nous, c'est ce qu'on avance quand même, que même si ce sera pas qu'est-ce qu'on voit d'habitude en récession, on pense qu'il va y avoir encore 100 points de base de baisse de taux d'intérêt de la Banque du Canada. Donc ça devrait bénéficier au marché immobilier. Il y a plus de gens qui vont être capables de se qualifier pour l'achat d'une maison. Et puis, il va falloir surveiller qu'est-ce que le prochain gouvernement prévoit mettre de l'avant pour l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup en ce moment de promesses et pour justement stimuler un peu la demande pour certaines catégories d'acheteurs, mais beaucoup du côté de l'offre, le secteur de la construction. Le secteur de la construction qui va être aussi très sollicité pour les projets d'infrastructure, parce qu'on mise là-dessus pour faire pivoter l'économie, pour relancer l'économie. Donc, ce sont des secteurs qui vont quand même bénéficier des efforts de relance. Et ça, on voit ça souvent dans les périodes de récession. On l'a vu, entre autres, durant après la grande crise financière. 2008, au Québec, 2009. Oui, puis au Québec, il y avait eu une situation quelques années avant la crise où est-ce que il y avait eu un enjeu avec les infrastructures routières qui étaient en mauvais état. Et là, on avait déjà fait les plans quand la grande crise financière a frappé. On était déjà en train de travailler. Il y avait déjà beaucoup d'ordres qui étaient passés pour refaire des viaducs, des infrastructures. Donc, on s'en est mieux sorti qu'ailleurs, étant donné cet effort de relance-là. Donc, ça, c'est un scénario habituel qu'on voit. Plus d'investissements en infrastructure. Je termine tout en vous demandant, dans le cadre de la campagne justement électorale fédérale, le premier ministre Mark Carney est candidat au poste, a dit la semaine dernière que c'était comme la fin d'une époque, là, ça sonnait presque comme une rupture amoureuse. Je ne veux pas vous faire commenter sur la dimension politique, Jimmy, mais c'est plutôt, est-ce que, dans votre lecture, est-ce que cette période qu'on vit actuellement dans notre relation avec les États-Unis, la récession que vous annoncez dans votre rapport, est-ce que c'est un véritable point tournant ou c'est plus comme une vaguelette là, dans l'évolution de long terme de l'économie canadienne ou québécoise? Moi, j'ai le sentiment que à travers quoi on passe en ce moment, va être durable. J'ai l'impression que on a passé un point de non-retour en ce qui a trait à la confiance, qui est le pilier de l'investissement, qui est le pilier de ce commerce, de cette intégration là qui a été permise au fil des décennies. Ça a été cette confiance quasiment, on pouvait se fier aveuglément aux États-Unis et vice-versa. Et là, cette confiance-là est ébranlée. Ça va être très, très, très difficile de passer par-dessus. Peu importe dans 4 ans si les démocrates sont de retour au pouvoir, etc. Donc, je pense que les propos de M. Carney et de plusieurs autres observateurs vont dans ce sens. Je pense qu'on a beaucoup parlé du fait qu'on était peut-être trop dépendant du marché américain. C'est un peu dur parce que c'est quand même la plus grande économie de la planète et elle est à nos portes. Donc, c'était tout naturel que ces échanges-là ou ces liens-là se tissent. Mais maintenant, on regarde plus du côté de l'Asie, plus du côté de l'Europe, on regarde plus du côté de l'économie intérieure. Il y a aussi tout un effort de réinvestissement dans la défense nationale parce qu'on a été très dépendant des Américains. Il faut assurer une autonomie. Donc, c'est des grands chantiers qui sont devant l'économie canadienne. Et oui, effectivement, je pense que c'est une leçon qui va être retenue de ça, peu importe ce qui se passe. Donc, j'ai l'impression qu'on entre effectivement dans un nouveau régime économique et les gouvernements, leur travail, ça va être de faire en sorte que l'ajustement puisse se faire, la transition puisse se faire le plus rapidement possible, le plus efficacement possible pour le long terme. Donc, une période de profond changement et on a la chance d'avoir Jimmy Jean pour nous guider à travers toute cette incertitude. On est toujours très heureux de vous lire, mais encore plus de vous entendre. Jimmy Jean, je rappelle que vous êtes vice-président économiste en chef du Mouvement Desjardins. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Hey, super invité, incroyable, l'histoire de la monnaie. C'était vraiment intéressant. J'en aurais pris plus, moi, personnellement. Moi aussi, ça allait vite, là, mais c'était bon. Ça. Aussi, tout ce qu'on a parlé sur la récession, c'est sûr que ça va faire mal. Là. Il faut s'attendre. Puis Desjardins, comme ils ont dit dans l'étude, c'est 3 trimestres. Là. C'est loin, c'est long, 3 trimestres. Oui, mais en tout cas, j'y ai pas posé la question, j'aurais dû, mais tu sais, c'est une petite récession. Là, puis je l'ai dit souvent à l'époque, là, quand on parlait de taux directeur, tu sais,
la différence entre plus 1% puis moins 1% de PIB pour toi puis moi puis tout le monde, c'est pas comme oh my god. C'est sûr que si on dit une récession de moins 10%, là, tu aurais des taux de chômage, là, comme le disait Jimmy Jean, à 10-15%, là, ça serait vraiment catastrophique, mais c'est pas ce qu'ils ont prédit. Là. C'est une petite récession de quelques mois. Ouais. Puis c'est le mois de la littératie immobilière. Immobilière. Je suis comme programmé quand je dis littératie, c'est comme financière. On a quelqu'un qui est venu nous parler de l'OASIC. Louis Beauchamp. Louis Beauchamp qui a déjà été à l'émission. Encore une fois, une émission super intéressante. Suivez-nous sur les médias sociaux. Bien entendu, Francis Gosselin est sur l'ensemble des médias sociaux existants. Incluant Blue Sky. Et moi, je suis que sur LinkedIn. Ouais. Puis, si vous avez des questions, vous voulez qu'on reçoive des invités en particulier, vous nous écrivez. On est facile à trouver. On dit merci à Hugo Veilleux à la recherche et à Phil Séguin à la production. Merci à toute l'équipe. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.